Floribert Anzoloni, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le coordinateur du mouvement citoyen Filimbi, un mouvement né en 2015 à Kinshasa. Filimbi, entendez le sifflet. Depuis 2 ans, votre mouvement est aux avant-postes contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila. Après quelques semaines de clandestinité, vous avez fui votre pays pour la Belgique. On va parler un petit peu de l'actualité pour commencer. Nikki Haley, l'ambassadrice américaine auprès des Nations Unies, a enfin condamné les violences du 31 décembre. Elle a déclaré, je cite, « Entendre des rapports de brutalité et de cruauté envers des civils innocents et des enfants dans des lieux sacrés est absolument horrifiant. » Encore une condamnation, donc. Est-ce que vous ne trouvez pas que la communauté internationale est dans une forme d'impuissance et se répète en vain? Absolument. Permettez-moi de commencer mon intervention par rendre hommage aux compatriotes qui ont été massacrés, qui ont été tués le 31 décembre dernier par les milices et les mercenaires du régime très clairement dictatorial de M. Kabila. Je rends hommage à ces compatriotes. Je transmets également les condoléances aux familles et aux proches de ces compatriotes. Ensuite, pour ce qui est de la communauté internationale, je tiens à commencer mon intervention par préciser quelque chose qui n'est jamais très bien compris. La RDC, les Congolais ne demandent pas à la communauté internationale de faire notre travail à notre place. Nous ne demandons pas à la communauté internationale d'agir à notre place. Nous ne demandons pas la permission de la communauté internationale pour agir. Mais il est clair que la RDC ayant signé des accords et des traités avec des organisations régionales et internationales, il y a des valeurs fondamentales qui doivent être défendues par ces différentes organisations. Et c'est à ce niveau-là que ça intervient. Aujourd'hui, la RDC est dirigée par un dictateur et ça touche aux valeurs fondamentales qui sont la liberté, la démocratie, le respect des valeurs fondamentales. Ensuite, pour ce qui est de l'intervention de Mme Haley, oui, effectivement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous avons affaire aujourd'hui à un dictateur qui est allé jusqu'à réprimer, rendez-vous compte, réprimer des messes catholiques en pleine journée, la veille du réveillon du Nouvel An. C'est un acte qu'on n'a jamais vu en République démocratique du Congo. 167 paroisses ont été encerclées, attaquées avec une dizaine de morts. Donc très clairement, nous espérons avoir une réaction beaucoup plus forte. Aujourd'hui, M. Kabila devrait simplement ne plus être reconnu comme président de la République. Alors 5 membres de votre mouvement ont été aussi arrêtés le 30 décembre à Kinshasa. Ils faisaient du porte-à-porte pour mobiliser pour ces marches du 31 décembre. Est-ce que vous avez de leurs nouvelles aujourd'hui? Pas de nouvelles. Carbone Béni, qui est le chargé du réseau national, et 4 autres militants, effectivement, ont été enlevés. Ne dites pas arrêtés, ils ont été enlevés le 30 décembre, pendant qu'ils sensibilisaient dans les quartiers populaires. Vous ne savez pas où ils sont en détention? Nous ne savons pas où ils sont en détention. Nous n'avons aucune nouvelle de nos amis. Par contre, nous avons reçu une information plus ou moins précise disant qu'ils étaient à l'Agence nationale de renseignement, sous le contrôle direct de M. Kalev Mouton, de l'administrateur, et qu'ils subiraient en ce moment des tortures pour leur faire avouer finalement des faussetés. Donc voilà la gravité des choses. Nous ne savons pas, nous ne savons même pas s'ils sont en vie aujourd'hui. Et c'est cela qui est très grave. À Kananga également, 12 militants de la Lucha, la même chose. Combien de personnes arrêtées selon vous aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a des dizaines de personnes qui sont toujours arrêtées. Pour ce qui est de Lucha et Filimbi, vous avez une vingtaine d'activistes aujourd'hui qui sont arrêtés, accusés d'atteinte à la sûreté de l'État. Alors aujourd'hui, où se place votre mouvement Filimbi au sein de la contestation anti-Kabila? Où elle se situe? Le mouvement Filimbi se situe très clairement toujours dans le camp du changement. Aujourd'hui, nous avons exigé d'abord que la Constitution soit respectée avant le 19 décembre 2016, ce qui n'a pas été le cas, et nous exigeons très clairement le départ de M. Kabila. Ce qui se passe aujourd'hui avec la mobilisation de l'Église catholique à travers les laïcs catholiques, c'est la suite logique de ce que les mouvements citoyens ont commencé depuis plusieurs années, poursuivi il y a quelques mois avec le manifeste du citoyen congolais, dont vous avez probablement entendu parler. Donc il y a donc un mouvement citoyen, le vôtre, il y a aussi la Lucha, qui est un mouvement citoyen qui est plus ancien. Vous vous ressemblez beaucoup, hein, tous les deux, vous prônez une lutte non violente pour le changement. Aujourd'hui, c'est quoi la différence? Nous sommes globalement complémentaires. La Lucha est née à une année ou deux, en 2012, on va dire 2 ou 3 ans avant le mouvement Filimbi, qui est né en mars 2015. Nous sommes très complémentaires et d'autres mouvements sont nés par après. Vu la taille de la RDC, il est important que les mouvements se multiplient. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de marcher en ordre dispersé à l'image de l'opposition traditionnelle? Pas du tout. Pourquoi vous ne vous réunissez pas? Nous nous réunissons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons un cadre plus ou moins informel qui nous permet de mener des actions ensemble, d'agir, de coordonner nos actions. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, la RDC, c'est 6 fois la France. Et donc, à un moment donné, il faut pouvoir atteindre les différentes couches de la population un peu partout à travers le pays. Donc, c'est important que Pourquoi pas une seule entité, alors?
Non, c'est une question de stratégie, une question de moyens, une question de grandeur. Encore une fois, si vous voulez aller aujourd'hui à Goma, par exemple, il vous faut prendre un avion. Et il faut faire 2h30 d'avion pour arriver à Goma. Donc très clairement, il faut avoir des moyens suffisants, une logistique suffisante, et c'est une stratégie qui est quand même bien réfléchie. On va évoquer maintenant le rôle de l'Église. L'Église a démontré sa capacité à mobiliser leurs démarches du 31 décembre. Comment les partis d'opposition, comme l'UDPS par exemple, ont perdu le leadership de la lutte politique contre Joseph Kabila? C'est une bonne question, et moi personnellement, j'estime que ce point de l'unité ou de la perte de vitesse de l'opposition est assez tendancieux parce que c'est ce que utilisent les régimes dictatoriaux pour justifier leur répression. Mais comment vous l'expliquez, cette perte de leadership? Je l'explique simplement parce qu'aujourd'hui, le combat n'est pas un combat politique partisan, c'est un combat citoyen qui exige à tous les Congolais de se mobiliser au-delà des partis politiques. Donc très clairement, les Congolais doivent être unis, les dynamiques citoyennes politiques et non politiques doivent harmoniser leurs stratégies et coordonner leurs actions. C'est à ce niveau-là que les choses doivent se passer. Mais lorsqu'on nous parle d'unité de l'opposition, c'est comme si nous étions dans un processus électoral démocratique et qui exige que l'opposition soit unie. Ce sont les Congolais qui doivent être unis et les différentes dynamiques, c'est ce qui est en train de se faire avec le CLC, qui aujourd'hui a pris le relais de la coordination des actions et donc les choses vont aller de mieux en mieux. Et quelle est votre position sur le fait que dans une république laïque, ce soit l'Église qui soit en tête de la contestation ? Tout d'abord, ça ne nous dérange pas du tout parce que les évêques, les prêtres et tous les membres, nos prêtres, nos évêques, sont avant tout des citoyens. Et donc, ils ont une responsabilité citoyenne avant tout. Le pays est en danger aujourd'hui, nous sommes revenus à une dictature, donc ils doivent intervenir. Deuxièmement, l'Église a une responsabilité sociale, on ne le dit jamais assez. L'Église doit s'assurer que les chrétiens, les croyants et même les non-croyants s'engagent de manière pacifique dans le respect des règles, dans le respect des lois, dans le fonctionnement de l'État, dans le fonctionnement du pays. Et aujourd'hui, le pays, je le répète, est en danger. Donc très clairement, il y a une valeur fondamentale qui est en train d'être complètement détruite, qui est le respect de la Constitution, qui est le respect du principe de l'alternance, qui impose que l'Église s'implique dans ce processus. Donc vous vous rangez derrière l'Église ? Nous ne nous rangeons pas derrière l'Église. L'Église se range à côté de la population congolaise, à côté des citoyens congolais. Nous agissons depuis plus de 2 ans et l'Église a décidé de se ranger à côté de la population. Alors vous avez lancé le 18 août le manifeste du citoyen congolais, un appel lancé depuis Paris. On écoute la déclaration du professeur André Mbata. Ici, ce sont des citoyens qui se sont réunis, je dis, ce ne sont pas des leaders politiques. Nous nous sommes donc réunis pour réfléchir sur notre pays, nous le faisons partout, réunis dans un cadre pacifique. On n'a pas été à Paris pour réfléchir sur un push ou quelque chose de ce genre, mais pour réfléchir sur l'avenir de notre pays, les Congolais qui réfléchissent sur l'avenir de leur pays. 4 mois après cette initiative, quelles ont été les actions concrètes qui ont été menées ? 4 mois après l'initiative, vous avez la naissance du CLC, la coordination des laïcs chrétiens. En fait, le manifeste de Paris n'est pas une organisation. Vous avez financé le comité laïque? Nous ne l'avons pas financé. C'est la suite logique du manifeste. Parce que le manifeste a fait 2 constats. Le premier, c'est de constater que la responsabilité de la non-organisation des élections incombe à M. Kabila, au dictateur, comme j'appelle aujourd'hui, dictateur Kabila. La deuxième chose est de constater que la faillite de l'État aujourd'hui est causée par M. Kabila. La troisième est de dire que si nous voulons avoir un processus électoral transparent et faire un retour à l'ordre constitutionnel, il est important que M. Kabila soit mis de côté pour que des personnes ayant une certaine compétence, une certaine probité, nous ramènent vers un processus électoral démocratique. Donc aujourd'hui, le CLC, c'est simplement la suite de ce qui s'est passé à Paris. Madame Kandolo, d'ailleurs, qui est l'une des coordinatrices du CLC, c'est elle qui a lu la déclaration à Paris en juillet dernier. Donc c'est une suite logique. Alors la question du financement de cette initiative a suscité la critique. Le milliardaire Syndicat Dokolo, gendre de l'ancien président João Eduardo dos Santos, fait partie de cette initiative. Est-ce qu'il vous finance ?
Le milliardaire ne nous finance pas. C'est-à-dire que cette organisation, cette activité a été financée par différentes organisations, y compris effectivement une organisation qui est les Congolais debout de M. Sindika Dokolo. Donc plusieurs organisations, y compris le mouvement Filimbi, ont financé, cofinancé la tenue de cette structure. Donc il ne nous finance pas en dehors des participations qu'il fait avec toutes les autres organisations. Et qui d'autre finance Filimbi aujourd'hui? Filimbi est financé de différentes manières. Vous comprenez bien qu'aujourd'hui, il est difficile d'étaler cela, mais je peux vous dire que des cadres congolais financent Filimbi, nous ne le disons jamais assez. Des cadres congolais financent Filimbi, des partenaires traditionnels financent Filimbi. Filimbi est financé, ça c'est une chose importante à dire, est financé par des fonds légaux et qui sont obtenus de manière tout à fait Pourquoi il faut taire des noms dans ce cas? Pardon? Pourquoi il faut taire des noms dans ce cas? Question de protéger simplement. La grande partie de nos financements vient, je vous assure, de la RDC, et il y a des gens qui doivent être très clairement protégés. Alors aujourd'hui, vous souhaitez renverser un pouvoir politique et en même temps, vous vous dites apolitique. Est-ce que ce n'est pas une position qui est difficilement tenable? Nous ne sommes pas apolitiques, nous sommes non partisans. C'est-à-dire que très clairement, nous agissons dans le secteur, dans le segment politique. L'alternance est un segment politique. Mais nous sommes non partisans parce que nous sommes liés à aucune structure, parti, plateforme politique et nous ne soutenons aucun candidat politique. Mais très clairement, nous sommes un acteur de la société, mais un acteur politique. Nous jouons notre rôle de citoyen. Vous vous placez où sur l'échiquier alors? Nous nous plaçons du côté de la société civile parce que nous ne sommes pas partisans, c'est extrêmement important. Nous ne soutenons aucun candidat, aucune structure politique, mais nous agissons sur des questions politiques parce que tout citoyen a la responsabilité et le devoir de s'investir dans les problèmes politiques. Sinon, les conséquences sont celles que nous vivons aujourd'hui avec la dictature de M. Kabila. Alors, opposition et société civile, tout le monde est d'accord pour le départ de Joseph Kabila. Mais qu'est-ce qui se passe le jour où Joseph Kabila s'en va? Qui prend la relève? Ne vous en faites pas. Les Congolais sont assez ingénieux pour organiser l'après-Kabila. Écoutez, au Burkina Faso, le président Compaoré est parti. L'État a continué à fonctionner. En RDC, on ne peut pas donner cette stratégie-là aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que les différentes forces, je peux vous assurer, les différentes forces politiques et sociales travaillent sur l'après-Kabila depuis plusieurs mois et je peux vous assurer que les choses sont plus ou moins avancées. Est-ce qu'il y a une alternative crédible à Joseph Kabila dans la classe politique telle qu'elle est aujourd'hui? C'est au peuple congolais d'en décider. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une phase électorale. Il y a des candidats qui se sont déclarés, d'autres se déclareront le moment venu. Ce sera au peuple congolais de décider de la qualité des candidats qui vont poser leur candidature. Filimbi soutiendra un candidat si ça se présente? Filimbi reste un mouvement non partisan. Filimbi comme structure, comme mouvement, reste non partisan, donc il ne soutiendra aucun candidat. Mais très clairement, les militants, les activistes de Filimbi, en tant que citoyens, prendront des positions. Est-ce que Filimbi peut avoir un candidat pour terminer? Non, Filimbi, encore une fois, Filimbi est non partisan et restera, ça on vous l'assure, Filimbi restera un mouvement citoyen non partisan parce que le fonctionnement de l'État exige que des citoyens engagés qui ne soutiennent aucun acteur, aucune structure politique, continuent à s'engager, à contrôler, à suivre et à monitorer finalement le fonctionnement de l'État pour s'assurer que les décisions qui sont prises, c'est très important, bénéficient et profitent à la majorité des Congolais, des citoyens. N'oubliez pas que la jeunesse congolaise représente 60% de cette population et c'est celle-là qui est négligée et c'est celle-là qui intéresse le plus Filimbi. Est-ce que vous avez prévu un retour en RDC bientôt? Tout dépendra. Vous savez, j'ai officiellement été, je fais partie des pseudos emblématiques qui ont été graciés lors de la signature de l'accord de la SENCO. Mais comme vous le savez, cet accord n'a jamais été respecté. Et donc, voilà. Mais bien sûr, je compte rentrer en RDC et je m'y prépare. Le moment venu, j'informerai. Ce sera la conclusion de notre interview. Merci Floribert Nzuluni. Je rappelle que vous êtes le coordinateur du mouvement citoyen Filimbi. Merci à vous. Merci d'être venu. Merci.